Au déjeuner de Noël, mamie a dit, la baby shower de ta sœur était tout simplement parfaite. Maintenant, quand vas-tu enfin fonder une famille? J'ai souri et j'ai répondu, je l'ai fait. Je n'ai simplement invité personne qui me traite comme une ratée. La fourchette dans sa main tremblait. L'odeur de cannelle et d'aiguilles de pain aurait dû m'emplir de chaleur et de nostalgie, mais au contraire, elle me donnait la nausée, assise là, à la table à manger de ma grand-mère, entourée par les gens qui avaient passé la dernière décennie à me faire sentir comme une déception. La vaisselle de Noël brillait sous le lustre, chaque pièce parfaitement placée, tout comme le reste dans la maison de mamie Hélène, tout comme le reste dans notre famille, où les apparences comptaient plus que la vérité. Ma sœur, Jessica, était assise en face de moi, une main posée de manière protectrice sur son ventre à peine arrondi, l'autre picorant délicatement son jambon laqué. Enceinte de 4 mois, elle rayonnait de cette façon qui poussait tout le monde à la chouchouter et à s'extasier. Maman était assise à sa droite, rayonnante de fierté chaque fois qu'elle regardait le ventre de Jessica. Papa découpait la dinde avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout le reste dans sa vie. Et il y avait mamie Hélène, la matriarche de notre petite famille dysfonctionnelle, qui présidait en bout de table. « Sally, ma chérie, tu as à peine touché à ton assiette, » dit mamie Hélène, sa voix portant cette intonation particulière qui annonçait une critique imminente. « Tu deviens si maigre. Pas étonnant que tu ne trouves pas un homme bien avec qui te poser. » Je me suis forcé à sourire en prenant une bouchée de purée de pommes de terre. « Je vais bien, mamie, je n'ai juste pas très faim. » En parlant de se poser, intervint Jessica, sa voix d'une douceur écœurante. « Est-ce que je vous ai parlé de la baby shower que maman a organisée pour moi le week-end dernier? C'était absolument parfait. Les décorations, les jeux, le gâteau, tout était tout simplement magique. Maman était pratiquement resplendissante. Oh, c'était vraiment magnifique. Nous étions une trentaine de personnes, et toutes ont apporté de si beaux cadeaux. La chambre du bébé va être absolument splendide. J'ai gardé une expression neutre, même si les mots me blessaient. Je n'avais pas été invité à la baby shower de Jessica. Non pas que cela me surprenne. J'étais systématiquement exclu des événements familiaux depuis des années, depuis que j'avais choisi une voie différente de celle qu'ils avaient tracée pour moi. Les photos sont magnifiques, ajouta papa en sortant son téléphone. Tiens, Sally, laisse-moi te montrer. Je regardais consciencieusement les photos, émettant des sons d'admiration appropriés tandis que mon cœur se serrait. Il y avait maman, radieuse, aidant Jessica à ouvrir ses cadeaux. Il y avait Jessica, entourée d'amis et de membres de la famille, riant à une blague. Il y avait tous mes cousins, tantes et amis de la famille avec qui j'avais grandi, tous célébrant la joie de ma sœur. Je n'avais appris l'existence de la fête que le lendemain, via la story Instagram de ma cousine Lisa, une publication anodine où on la voyait rire avec Jessica devant des cadeaux de bébé, et qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Et il y avait cet espace vide, là où j'aurais dû être. C'est magnifique, dis-je en rendant le téléphone. On dirait que tout le monde a passé un excellent moment. Oh, oui, dit Jessica, sa main retournant sur son ventre. Tout le monde était si excité pour le bébé. Tante Margaret ajouta, il est temps que quelqu'un de notre génération commence à contribuer à l'héritage familial. La pique était subtile, mais claire. À 32 ans, j'étais un échec familial. Célibataire, sans enfant, vivant dans un petit appartement en ville et travaillant comme graphiste indépendante. Je n'étais pas avocate comme Jessica, je n'étais pas mariée à un homme d'affaires prospère comme Jessica, et je ne contribuais manifestement pas au précieux héritage familial comme Jessica. En parlant d'héritage familial, dit mamie Hélène en posant son verre de vin avec un tintement décidé, la baby shower de ta sœur était tout simplement parfaite. Maintenant, quand vas-tu enfin fonder une famille? La question resta suspendue dans les airs, telle une épée de Damoclès. C'était le moment que je redoutais. L'inquisition annuelle de Noël sur mes choix de vie. D'habitude, j'esquivais avec des blagues où je changeais de sujet, mais quelque chose dans la façon dont ils avaient tous parlé de la fête de Jessica, la façon dont ils m'avaient délibérément exclu pour ensuite me le jeter au visage, fit que quelque chose craqua en moi. Je souris. Le genre de sourire que j'avais perfectionné au fil des années, en traitant avec des clients difficiles et des membres de la famille passifs-agressifs. J'ai fondé une famille, mamie. Je n'ai simplement invité personne qui me traite comme une ratée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais le visage de mamie Hélène passer par plusieurs expressions, la confusion, la prise de conscience, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur.
La fourchette dans sa main trembla légèrement avant qu'elle ne la pose. Que veux-tu dire? Demanda maman, sa voix prudente et contrôlée. Je pris une gorgée de vin, savourant l'instant. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. J'ai une famille maintenant, un mari qui m'adore et une magnifique petite fille qui vient d'avoir 6 mois. L'explosion fut immédiate. Quoi? Hurla Jessica, sa façade soigneusement composée se fissurant. C'est impossible. Tu nous l'aurais dit. Tu nous aurais invités au mariage. Vraiment? Demandai-je en haussant un sourcil. À quand remonte la dernière fois où l'un de vous a montré un intérêt sincère pour ma vie? À quand remonte la dernière fois où vous m'avez incluse dans quelque chose d'important? Papa se pencha en avant, le visage rouge. Sally, si c'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, papa. Je sortis mon téléphone et fis défiler mes photos. Elle s'appelle Emma. Elle est née le 15 juin. Elle a les yeux de son père et, apparemment, mon caractère bien trempé. Je tournai le téléphone, leur montrant une photo de ma fille, leur petite fille et nièce, un magnifique bébé aux boucles sombres et aux yeux bleus vifs, assise dans une chaise haute avec de la nourriture étalée sur les joues, souriant à l'appareil photo. J'avais préparé les photos sur mon téléphone depuis des semaines, sachant que ce moment finirait par arriver. Le silence s'étira tandis qu'ils fixaient tous la photo. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, essayant de traiter ce que je venais de leur dire. C'est ridicule, dit finalement Jessica, mais sa voix était chancelante. Tu ne peux pas simplement avoir un bébé en secret et ne pas le dire à ta famille. Ah non, demandai-je. Tu as organisé une baby shower secrète sans me le dire. On dirait que nous sommes quittes. C'est complètement différent, lança maman. Tu es déraisonnable. Le suis-je? Je fis glisser l'écran vers une autre photo. Celle-ci me montrait en robe de mariée, debout à côté d'un grand homme aux cheveux noirs, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. Voici mon mari, Michael. Nous nous sommes mariés il y a 16 mois. C'était une belle cérémonie, petite, intime, juste avec les gens qui tiennent vraiment à nous. La main de mamie Hélène tremblait visiblement maintenant. Sally, comment as-tu pu ne pas nous le dire? Comment as-tu pu cacher une chose pareille à ta famille? La douleur dans sa voix m'aurait peut-être ému autrefois, mais plus maintenant. Pas après des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien, que j'étais la déception de la famille. De la même manière que vous m'avez caché la baby shower de Jessica, dis-je calmement. De la même manière que vous m'avez tenu à l'écart des décisions et des célébrations familiales pendant des années. De la même manière que vous parlez tous de moi, comme si j'étais une sorte de cas désespéré, quand vous pensez que je n'écoute pas, nous n'avons jamais commencé à protester papa, mais je le coupais. Si, vous l'avez fait. Vous tous. À chaque fête, chaque réunion de famille, c'est la même chose. Quand Sally va-t-elle se marier? Quand Sally va-t-elle avoir des enfants? Quand Sally va-t-elle trouver un vrai travail? Quand Sally va-t-elle cesser d'être une telle déception? Je me levai de table, mes mains étonnamment stables. Eh bien, félicitations. J'ai fait tout ça. J'ai trouvé l'amour. Je me suis marié. J'ai eu un bébé. Et j'ai bâti une entreprise prospère. Je l'ai juste fait sans vous. Jessica pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. Mais nous sommes une famille. Tu aurais dû nous le dire. Une famille? Je ris, et ce rire sonna amer même à mes propres oreilles. Quand est-ce que tu m'as déjà traité comme un membre de la famille, Jessica? Quand est-ce que l'un de vous m'a fait sentir que j'avais ma place ici? Je fis glisser l'écran vers une autre photo sur mon téléphone. Celle-ci, du baptême d'Emma. Michael et moi étions debout devant l'autel avec notre fille, entourés de sa famille à lui, de mes amis d'université, et des gens que j'avais choisis pour être ma vraie famille. Voici le baptême d'Emma, dis-je en leur montrant la photo. C'était magnifique. Les parents de Michael étaient si heureux d'avoir leur premier petit enfant. Mes amis m'ont organisé la plus incroyable des baby showers. Ils ont décoré mon appartement avec des décorations faites à la main et ont apporté des cadeaux attentionnés pour lesquels ils avaient économisé. Les gens qui tiennent vraiment à moi ont célébré les plus grands moments de ma vie. Maman pleurait maintenant, elle aussi. Sally, s'il te plaît. Nous tenons à toi. Nous t'aimons. Vraiment, demandai-je. Parce que l'amour, ce ne sont pas juste des mots, maman. Ce sont des actes. C'est l'inclusion. C'est être là pour quelqu'un,
même quand il ne correspond pas à l'image parfaite que vous vous faites de ce qu'il devrait être. Je rangeai mon téléphone et pris mon sac à main. Je dois rentrer. Ma famille m'attend. Ta famille est ici, dit désespérément mamie Hélène. Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. Ma famille, c'est un homme qui me dit que je suis belle quand je suis couverte de régurgitation de bébé et que je n'ai pas pris de douche depuis 2 jours. Ma famille, c'est une petite fille qui s'illumine quand elle me voit entrer dans une pièce. Ma famille, ce sont des gens qui célèbrent mes succès au lieu de remettre en question mes choix. Je m'arrêtai sur le seuil, regardant en arrière les 4 personnes qui avaient tant façonné ma vie, et tant de ma douleur. Pour ce que ça vaut, dis-je, j'aurais adoré partager ces moments avec vous. J'ai rêvé d'appeler maman quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai imaginé papa me conduisant à l'hôtel. J'ai imaginé mamie Hélène tenant Emma pour la première fois, mais vous avez tous été très clairs sur le fait que je n'étais pas assez bien telle que j'étais. Alors, j'ai trouvé des gens qui pensaient que j'étais parfaite, exactement comme je suis. Le trajet de retour fut un tourbillon de larmes et de lumière de Noël. Au moment où je me suis garé dans l'allée de la petite maison que Michael et moi avions achetée 8 mois plus tôt, mon téléphone vibrait constamment d'appels et de textos de membres de la famille. Je les ai tous ignorés. Michael m'a accueilli à la porte, Emma en équilibre sur sa hanche. Elle a immédiatement tendu les bras vers moi en babillant joyeusement, et j'ai senti mon cœur retrouver sa place. Comment ça s'est passé? Demanda Michael en étudiant mon visage. Je leur ai dit, dis-je en prenant Emma et en respirant son doux parfum de bébé. Ses yeux s'écarquillèrent. Tout. Nous avions parlé de ce moment pendant des mois. Michael avait soutenu ma décision de garder notre relation et la naissance d'Emma privée, surtout après avoir été témoin de la façon dont ma famille me traitait lors de quelques réunions au début de notre relation. Il avait vu les pics subtils, les commentaires dédaigneux, la façon dont il me faisait me replier sur moi-même. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en nous enlaçant tous les deux. « Libre » dis-je, me surprenant moi-même par la véracité de ce mot. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Ce soir-là, pendant qu'Emma faisait la sieste, j'ai finalement regardé mon téléphone, 17 appels manqués, 43 messages textes, et même quelques messages vocaux. La plupart provenaient de maman et de Jessica, allant de la colère au désespoir, en passant par la supplication. Il y en avait quelques-uns de papa, plus courts et plus contrôlés, mais tout aussi confus. Même certaines de mes tantes et cousines avaient été mises au courant et me contactaient. Les premiers messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Le premier texto de Jessica était de la pure fureur. « Comment oses-tu nous embarrasser comme ça? Comment peux-tu être aussi égoïste et vindicative? Nous sommes ta famille. » Mais en faisant défiler, je pouvais voir la progression des émotions se dérouler en temps réel. Sa colère a fait place à la douleur, puis au désespoir, puis à quelque chose qui ressemblait presque à une introspection. Les messages de maman étaient plus calculés, comme toujours. Elle avait commencé par la déception. « Sally, je suis très blessée par ton comportement aujourd'hui. » Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour une telle annonce. Puis elle est passée à la culpabilisation. « Ta grand-mère est hors d'elle. Elle a pleuré toute la soirée. Comment as-tu pu faire ça à une femme âgée qui t'aime? Et enfin au marchandage, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en discuter comme des adultes. Nous pouvons sûrement arranger ça. » Les textos de papa étaient plus courts, mais d'une certaine manière plus douloureux dans leur confusion. « Je ne comprends pas pourquoi tu as senti que tu ne pouvais pas nous le dire. Nous aurions été heureux pour toi. » Celui-là m'a presque brisé, car je pouvais entendre la perplexité sincère dans sa voix, la façon dont il ne comprenait vraiment pas comment leur critique constante et leur exclusion m'avaient éloigné. Mais c'est le message vocal de mamie Hélène qui m'a fait marquer une pause. « Sally, ma chérie », sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. J'ai réfléchi à ce que tu as dit aujourd'hui, et je pense que tu as peut-être raison. Je pense que nous n'avons peut-être pas été justes avec toi. Je pense que je n'ai peut-être pas été juste avec toi. S'il te plaît, rappelle-moi. J'aimerais beaucoup rencontrer mon arrière-petite-fille. J'ai sauvegardé le message vocal, mais je n'ai pas rappelé. Pas encore. Michael m'a trouvé assise sur le canapé à minuit, faisant toujours défiler les messages, et Emma dormant enfin dans son berceau à l'étage. Toujours en train de digérer? Demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté de moi. Ils agissent comme si j'étais la méchante, dis-je en lui montrant certains des textos les plus accusateurs, comme si c'était moi qui avais brisé la famille.
Il a lu pendant quelques minutes, la mâchoire serrée. Jessica a envoyé celui-ci il y a 1 heure, dis-je en affichant un message particulièrement méchant. Elle a dit que je suis une narcissique manipulatrice qui prend son pied à blesser les gens, et que j'ai traumatisé mamie Hélène. Michael resta silencieux un moment. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vraiment? Le doute qui me rongeait depuis le début de la soirée a finalement éclaté. Peut-être que j'aurais dû trouver une manière plus douce de leur dire. Peut-être que j'aurais dû appeler maman d'abord, ou leur envoyer des photos, ou... Sally. La voix de Michael était ferme mais bienveillante. Tu te souviens de comment tu étais il y a 3 ans, avant qu'on se rencontre? Je m'en souvenais. J'étais anxieuse tout le temps, doutant constamment de moi, m'excusant d'exister. J'étais tellement habituée à marcher sur des œufs avec ma famille, que j'avais commencé à le faire avec tout le monde. Tu avais tellement peur de décevoir les gens, que tu finissais par te décevoir toi-même, a-t-il poursuivi. Tu disais oui à des réunions de famille qui te rendaient malheureuse, à des relations qui n'étaient pas bonnes pour toi, à des opportunités de travail qui ne payaient pas ce que tu valais, tout ça parce que tu avais peur du conflit. Il avait raison. J'avais passé la majeure partie de ma vingtaine à essayer d'être la personne que ma famille voulait que je sois, et cela avait presque détruit mon estime de moi. Ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas cruel, dit Michael. C'était honnête. Peut-être brutalement honnête, mais parfois, c'est ce qu'il faut pour briser des années de dysfonctionnement. Je me suis blotti contre lui, sentant une partie de la tension quitter mon corps. Je n'arrête pas de penser à l'expression sur le visage de mamie Hélène, quand je leur ai montré la photo d'Emma. Elle avait l'air anéantie. Elle devrait être anéantie, dit-il. Elle a manqué la naissance de son arrière-petite-fille, parce qu'elle a fait sentir à sa petite-fille qu'elle n'était pas assez bien pour être incluse dans les célébrations familiales. C'est ça qui est anéantissant. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, le poids de la journée s'installant autour de nous. Finalement, Michael reprit la parole. Tu veux savoir ce que je pense qu'il s'est vraiment passé aujourd'hui? J'ai hoché la tête. Je pense que ta famille a vécu dans une illusion où leur comportement envers toi était normal, où leur critique était utile, où t'exclure de certaines choses était en quelque sorte justifié. Aujourd'hui, tu leur as tendu un miroir et tu leur as montré la réalité de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils sont si en colère, non pas parce que tu as gardé des secrets, mais parce que tu les as forcés à affronter leurs propres actions. Ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en moi, une validation que je ne savais pas que je désirais tant. La question maintenant, a-t-il poursuivi, c'est ce que tu veux faire à l'avenir. Parce que c'est toi qui décides, Sally. C'est toi qui fixes les conditions. Au cours des jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi aux paroles de Michael. Les messages continuaient d'arriver, mais leur ton a commencé à changer. La colère et les accusations ont laissé place à la confusion et à la douleur, puis lentement, à quelque chose qui ressemblait presque à une prise de conscience. C'est Jessica qui m'a surprise la première. 3 jours après Noël, j'ai reçu un long email de sa part, complètement différent de ses premiers textos colériques. Sally, comment sait-il? J'ai réfléchi à ce que tu as dit à Noël, et je dois m'excuser. Pas seulement pour ma réaction ce jour-là, mais pour la façon dont je t'ai traité pendant des années. J'essaie de me souvenir de la dernière fois où je t'ai posé des questions sur ta vie, sans enchaîner avec des conseils que tu n'avais pas demandés ou des critiques sur tes choix. Je ne m'en souviens pas. J'essaie de penser à la dernière fois où je t'ai incluse dans quelque chose d'important, sans te faire sentir comme une roue de secours. Je ne m'en souviens pas non plus. La vérité, c'est que j'ai toujours été jalouse de toi. Tu as toujours été la courageuse, celle qui n'avait pas peur d'être différente, de prendre des risques, de suivre son propre chemin. J'ai choisi la voie de la sécurité. La fac de droit, le bon mari, le bon quartier, le bon calendrier pour tout. Et au lieu d'admirer ton courage, je pense que je t'en ai voulu. C'était plus facile de critiquer tes choix que d'examiner les miens. Je ne cherche pas d'excuses pour mon comportement. Il n'y a aucune excuse pour t'avoir fait sentir mal à l'aise lors des réunions de famille, pour t'avoir exclu de ma baby shower. Je crois que je me disais que je te protégeais du jugement, mais en réalité, je me protégeais moi-même, pour ne pas avoir à te défendre auprès de gens dont l'opinion ne devrait même pas compter. Je comprendrai si tu ne veux plus avoir de relation avec moi à l'avenir. Je comprendrai si tu ne veux jamais qu'Emma connaisse sa tante. Mais si tu es prête à me donner une chance de faire mieux, je te promets que j'essaierai. Je veux être la sœur que tu mérites, pas celle que j'ai été. J'ai lu l'email 3 fois,
les larmes coulant sur mon visage à la fin. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des traces d'apitoiement sur soi et de déni, mais c'était honnête d'une manière que Jessica n'avait jamais été avec moi auparavant. La tentative de réconciliation de maman s'est présentée sous la forme d'une visite surprise. Je pliais le linge d'Emma quand la sonnette a retenti, et elle était là, sur le pas de ma porte, les yeux rouges et un cadeau soigneusement emballé. « J'ai apporté quelque chose pour Emma, dit-elle doucement. Puis-je entrer ? J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle m'a suivi dans le salon, où Emma était sur son tapis d'éveil. Le souffle de maman s'est coupé quand elle a vu sa petite fille en personne pour la première fois. Oh, Sally, elle est parfaite. Emma, toujours aussi sociable, s'est immédiatement retournée et a offert à maman un de ses sourires à faire fondre le cœur. Maman s'est agenouillée à côté du tapis, et Emma a tendu la main pour attraper son doigt. « Bonjour, ma belle », murmura maman. « Je suis ta grand-mère. Je suis tellement désolée d'avoir manqué ta rencontre à ta naissance. » Nous nous sommes assises par terre ensemble, regardant Emma jouer, le silence s'étirant entre nous. Finalement, maman a parlé. « J'ai apporté des albums photos », dit-elle en sortant plusieurs gros livres de son sac. « Toutes les photos que j'ai de toi en grandissant. Je pensais que tu aimerais peut-être les partager avec Emma un jour. Lui montrer comment était sa maman quand elle était petite. » J'ai ouvert un des albums, et je me suis vue à l'âge d'Emma. Même boucles sombres, mêmes yeux vifs, même sourire espiègle. « Tu étais un bébé si heureux », dit doucement maman. Toujours souriante, toujours curieuse de tout. Tu as commencé à marcher à 9 mois, parce que tu étais tellement déterminée à explorer le monde. Elle a tourné la page, et il y avait des photos de ma première fête d'anniversaire, une célébration dans le jardin avec un gâteau fait maison et des décorations qui ressemblaient étrangement à la fête que j'avais organisée pour Emma. J'ai fait ce gâteau moi-même, continua maman. Il m'a fallu 3 essais pour réussir le glaçage, mais tu étais si excitée par les roses que j'avais dessinées sur les bords. Nous avons feuilleté des années de souvenirs, fêtes d'anniversaire, matins de Noël, rentrées des classes, spectacles de danse, projets artistiques fièrement affichés sur le réfrigérateur. Sur chaque photo, j'avais l'air aimé et célébré. Quand est-ce que ça a changé ? Demandai-je doucement. Quand as-tu cessé de me voir comme quelqu'un qui méritait d'être célébré ? Maman resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle a finalement parlé, sa voix était étranglée par les larmes. Je pense que c'était quand tu as eu ton diplôme et que tu n'as pas immédiatement suivi le chemin que nous attendions. Jessica est allée directement en fac de droit, s'est fiancée à Tom, a commencé à cocher toutes les cases que nous pensions définir le succès. Et toi ? Tu as déménagé en ville, tu as commencé à travailler en freelance, tu es sorti avec des gens que nous ne comprenions pas, tu as fait des choix qui nous faisaient peur. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir de son sac. Au lieu de faire confiance au fait que nous t'avions élevé pour prendre de bonnes décisions, nous avons paniqué. Nous pensions que si nous continuions à pousser, à critiquer, à souligner ce que tu ne faisais pas, nous pourrions d'une manière ou d'une autre te ramener sur ce que nous pensions être le bon chemin. Emma avait rampé jusqu'à maman pendant son discours et essayait maintenant de se hisser sur ses jambes. Maman la souleva automatiquement, et Emma s'installa avec contentement dans ses bras. « Mais regarde-toi, » dit maman, sa voix pleine d'émerveillement alors qu'elle regardait autour de notre maison, les photos de famille sur les murs, les certificats de réussite professionnelle encadrés dans mon bureau visible depuis l'embrasure de la porte, l'amour et le soin évident qui remplissaient chaque recoin de notre espace. Tu as construit exactement la vie que tu voulais. Tu as trouvé l'amour. Tu as créé une carrière qui te passionne. Tu élèves cette magnifique petite fille dans un foyer plein de chaleur et de joie. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. Nous ne te protégions pas de faire des erreurs, Sally. Nous essayions de nous protéger de la peur que, peut-être, nous ne savions pas ce qui était le mieux pour toi, après tout. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Il y avait encore des moments défensifs, encore des traces du besoin de justifier leur comportement, mais c'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Je ne peux pas effacer le mal que nous avons causé, continua maman. Je ne peux pas revenir en arrière et t'inviter à la baby shower de Jessica, ou soutenir tes décisions, ou célébrer tes succès comme j'aurais dû le faire. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer de faire mieux à l'avenir. Emma choisit ce moment pour tendre la main et attraper le collier de maman, en babillant joyeusement. Maman rit, et pendant un instant, elle ressembla à la mère de ces vieux albums photos, détendue, joyeuse,
est complètement charmée par son enfant. Elle va être une vraie tombeuse, dit maman, tout comme sa maman. Le commentaire aurait dû sembler condescendant, mais d'une manière ou d'une autre, ce ne fut pas le cas. Peut-être parce qu'elle regardait Emma avec un amour pur, de la même manière qu'elle me regardait sur ses vieilles photos. L'approche de papa fut, comme on pouvait s'y attendre, différente. Il est arrivé le week-end suivant avec une boîte à outils et une expression déterminée. « J'ai remarqué que ta marche d'entrée est un peu bancale, dit-il sans préambule. Ça te dérange si je la répare ? C'était une attitude tellement typique de papa, exprimant ses émotions par des actions plutôt que par des mots. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'il travaillait, Emma faisant une sieste paisible dans son transat à côté de lui sur le porche. Michael était parti faire des courses, donc nous n'étions que tous les trois. Quand il a eu fini avec la marche, il s'est attaqué au portail qui grinçait, puis à la poignée de porte desserrée de la porte arrière, puis à une douzaine d'autres petites réparations que je n'avais même pas remarquées. C'était sa façon de prendre soin de nous, de montrer qu'il tenait à nous, même quand il ne trouvait pas les mots. Finalement, il est entré, se lavant les mains à l'évier de la cuisine pendant que je préparais le café. La maison est en bon état, dit-il, ce qui était un grand compliment de la part d'un homme qui avait passé 40 ans dans la gestion de la construction. Ton mari sait ce qu'il fait. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je. Il est bricoleur. Il est doué avec Emma. Il travaille dur. Tu l'aimerais bien si tu apprenais à le connaître. Papa hocha la tête, ajoutant de la crème dans son café. Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, Emma maintenant réveillée et s'amusant dans sa chaise haute avec des chariots. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à Noël, dit finalement papa, sur le fait que nous te traitions comme une ratée. J'ai attendu, sachant qu'il avait besoin de temps pour formuler ses pensées. Le truc, c'est que je ne t'ai jamais considéré comme une ratée, continua-t-il. Je te voyais comme quelqu'un qui se compliquait la vie plus que nécessaire. Quelqu'un qui choisissait le chemin difficile, alors qu'il y en avait un plus facile. Il regarda Emma essayer d'attraper un chariot avec ses petits doigts, son expression attendrie. Mais en la regardant, fit-il en désignant Emma, en pensant au fait d'être son grand-père, à ce que je voudrais pour elle. J'ai réalisé que je voudrais qu'elle soit assez courageuse pour choisir son propre chemin, même si ce n'était pas le chemin que j'aurais choisi. C'était plus d'ouverture émotionnelle que je n'en avais vu de la part de papa depuis des années. Je suis fier de toi, Sally, dit-il doucement. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le dire quand tu as lancé ton entreprise, quand tu as acheté cette maison, quand tu as trouvé quelqu'un qui te rend heureuse. Je le dis maintenant, même si c'est probablement trop tard. Il n'est pas trop tard, dis-je, surprise de voir à quel point ces mots comptaient pour moi. Il n'est trop tard pour rien de tout ça. Emma jeta un chariot par terre et frappa dans ses mains, ravie du bruit que cela fit. Papa gloussa, et je réalisai que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je l'avais entendu rire. Elle va donner du fil à retordre, dit-il avec affection, tout comme sa maman. Mais contrairement aux commentaires de maman, celui-ci semblait purement affectueux, de la manière dont un grand-père devrait parler du caractère de sa petite-fille. La réponse la plus surprenante est venue de personnes dont je ne m'attendais pas du tout à avoir des nouvelles. Apparemment, la nouvelle du drame de Noël s'était répandue dans le réseau familial élargi, et j'ai commencé à recevoir des messages de cousins, de tantes, et d'amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mais ce n'étaient pas des messages de condamnation. C'étaient des messages de soutien. Ma cousine Rachel, qui vivait à l'autre bout du pays et que je ne voyais presque plus, m'a envoyé un long texto, je viens d'apprendre ce qui s'est passé à Noël. Bravo de t'être défendu. Ça fait 20 ans que je veux dire à tante Hélène ce que je pense de ses commentaires constants sur mon poids. Ma tante Suzanne, la sœur de maman, m'a appelé directement. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, dit-elle. Je voulais que tu saches que je pense que tu as été incroyablement courageuse. Je voulais aussi que tu saches que je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont tu as été traitée lors des réunions de famille. J'aurais dû m'exprimer davantage. Même Madame Patterson, notre voisine âgée de mon enfance, a réussi à obtenir mon numéro et m'a appelé pour me dire qu'elle avait toujours admiré mon indépendance et pensait que ma famille était trop dure avec moi. C'était comme si ma confrontation à Noël avait donné à d'autres personnes la permission de reconnaître ce qu'ils voyaient depuis le début, que le traitement que me réservait ma famille n'était ni normal, ni utile, ni bienveillant. Le message le plus touchant est venu de ma colocataire d'université, Jenny, avec qui j'étais resté proche au fil des ans. J'ai vu la photo d'Emma que tu as postée,
m'a-t-elle envoyé par texto. Elle est absolument magnifique. Je suis si heureuse que tu aies trouvé la bonne personne et créé la famille que tu mérites. Aussi, je suis fier de toi d'avoir enfin dit à ta famille biologique la vérité sur l'impact de leur comportement sur toi. Il fallait du cran. Lire tous ces messages de soutien m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas trop sensible ou dramatique. Les gens qui tenaient vraiment à moi observaient le comportement de ma famille depuis des années, et cela les troublait tout autant que moi. J'ai sauvegardé le message vocal, mais je n'ai pas rappelé. Pas encore. Au cours des jours suivants, les messages ont continué d'arriver. Jessica a laissé des messages vocaux en pleurs, s'excusant et me suppliant d'amener Emma la rencontrer. Maman a envoyé de longs textos expliquant comment il pensait être utile en me poussant à me poser. Papa, fidèle à lui-même, a envoyé des messages plus courts posant des questions pratiques sur la date du mariage et si j'avais besoin de quelque chose. Mais c'est le message de ma cousine Lisa qui m'a le plus surprise. Sally, j'ai entendu ce qui s'est passé à Noël. Je voulais juste que tu saches que je t'ai toujours admiré pour avoir suivi ta propre voie. J'aimerais avoir ton courage. Je suis en instance de divorce, séparé depuis 6 mois, mais je ne l'ai pas encore dit à la famille parce que je sais comment ils vont réagir. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours. J'adorerais rencontrer Emma. Ce message m'a fait réaliser que je n'étais peut-être pas la seule à me sentir comme une étrangère dans notre famille. Peut-être que je n'étais pas la seule à cacher des parties de ma vie pour éviter le jugement. Michael et moi avons eu de longues conversations sur la façon de gérer la situation. Il était protecteur envers Emma et moi, mais il comprenait aussi la nature complexe des relations familiales. Ils t'ont blessé, dit-il un soir alors que nous rangions après le dîner. Ils t'ont exclu de moments importants et t'ont fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Tu as tout à fait le droit de te protéger, toi et Emma, de cela. Mais ils sont quand même ma famille, dis-je, bien que les mots sonnent creux. La famille, c'est ce que tu en fais, répondit-il. Le lien du sang ne donne à personne le droit de te maltraiter. 3 semaines après Noël, j'ai eu une visite inattendue. Je travaillais dans mon bureau à domicile pendant qu'Emma jouait dans son transat quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu mamie Hélène sur mon porche, l'air plus petite et plus frêle que dans mes souvenirs. J'ai hésité un long moment avant d'ouvrir la porte. « Bonjour, ma chérie, dit-elle doucement. Je sais que j'aurais dû appeler d'abord, mais j'avais peur que tu ne veuilles pas me voir. » Elle avait probablement raison, mais quelque chose dans son attitude m'a poussé à m'écarter et à la laisser entrer. Emma a immédiatement commencé à babiller en voyant la nouvelle personne, et j'ai regardé le visage de mamie Hélène se transformer alors qu'elle posait les yeux sur son arrière-petite-fille pour la première fois. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Elle est magnifique, Sally. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau à cet âge. » Nous nous sommes assises dans mon salon, l'air chargé de mots non dits. Emma, inconsciente de la tension, s'amusait avec ses jouets tout en offrant de temps en temps son sourire édenté à cette nouvelle personne. « J'ai beaucoup réfléchi depuis Noël, dit finalement mamie Hélène, à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité. Je pense que tu avais raison. » Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce que les autres penseraient, à maintenir les apparences et les traditions familiales, que j'ai oublié la chose la plus importante, aimer réellement ma famille telle qu'elle est, et non telle que je pense qu'elle devrait être. Elle a sorti un vieil album photo de son sac à main. J'ai apporté quelque chose que je pensais que tu aimerais voir. L'album était rempli de photos de moi enfant, fête d'anniversaire, matin de Noël, vacances en famille. Sur chaque photo, j'étais rayonnante, clairement heureuse et aimée. Tu étais une enfant si joyeuse, dit doucement mamie Hélène. Si créative, indépendante et pleine de vie. Je ne sais pas quand j'ai commencé à voir ces qualités comme des problèmes plutôt que comme des dons. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en regardant les photos. Je me suis souvenu d'avoir été cette petite fille heureuse qui croyait que sa famille la trouvait merveilleuse, telle qu'elle était. Je suis désolée, Sally, dit mamie Hélène, la voix brisée. Je suis tellement désolée de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Je suis désolée pour les commentaires sur ton poids, ton travail, et ta situation amoureuse. Je suis désolée de ne pas t'avoir incluse à la baby shower de Jessica. Mais surtout, je suis désolée de t'avoir fait sentir que tu devais nous cacher les moments les plus importants de ta vie. Emma choisit ce moment pour ramper jusqu'à mamie Hélène, se hissant sur ses jambes et babillant joyeusement. Sans hésiter,
mamie Hélène la prit dans ses bras, et Emma s'y installa avec contentement. Elle est parfaite, murmura mamie Hélène. Et toi aussi, ma chérie. Tu as toujours été parfaite, exactement comme tu es. Ce ne fut pas une solution magique. Des années de blessures ne guérissent pas en une seule conversation, mais c'était un début. Au cours des mois suivants, les choses ont lentement commencé à changer. Mamie Hélène est devenue l'arrière-grand-mère la plus dévouée d'Emma, venant nous rendre visite toutes les quelques semaines et se souvenant toujours de me poser des questions sur mon travail et mes centres d'intérêt, et pas seulement pour savoir quand j'allais donner un frère ou une sœur à Emma. Maman a mis plus de temps à se faire à l'idée, ayant toujours du mal avec le fait que je l'avais exclue de moments si importants, mais peu à peu, elle a commencé à faire un effort, s'intéressant à mes projets de design, proposant de garder Emma et, surtout, cessant ses commentaires constants sur mes choix de vie. Papa, à sa manière habituelle, a montré son acceptation par des actions plutôt que par des mots. Il a installé un nouveau système de sécurité dans notre maison et a ouvert un fonds d'études pour Emma sans qu'on le lui demande. Jessica a été la plus difficile à pardonner. Ses excuses semblaient au début théâtrales, plus motivées par sa propre culpabilité que par un remords sincère pour la façon dont elle m'avait traité. Mais quand elle a eu son fils 4 mois plus tard et m'a spécifiquement demandé d'être sa marraine, j'ai commencé à croire qu'elle était sincère. La vraie surprise est venue de ma famille élargie. Lisa et moi avons bien pris ce café, et il s'est avéré qu'elle n'était pas la seule cousine à se sentir limitée par les attentes familiales. Nous avons commencé à organiser des réunions régulières, les cousines brebis galeuses, comme nous nous appelions en plaisantant. Et nos enfants sont tous devenus de proches amis. Pour le premier anniversaire d'Emma, j'avais appris quelque chose d'important. Pardonner ne signifie pas oublier, et la réconciliation ne signifie pas revenir à la situation d'avant. Cela signifie créer quelque chose de nouveau, de plus sain, quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Nous avons célébré le premier anniversaire d'Emma dans notre jardin, en présence des deux côtés de la famille. J'ai regardé les parents de Michael jouer avec Emma pendant que mes parents discutaient avec mes beaux-parents. J'ai vu Jessica aider son jeune fils à descendre du toboggan pendant que son mari parlait affaires avec Michael. J'ai observé mamie Hélène apprendre à Emma à frapper dans ses mains, entourée de cousines qui étaient enfin libres d'être elles-mêmes. Ce n'était pas la réunion de famille parfaite que mamie Hélène aurait pu imaginer des années auparavant. C'était mieux. C'était réel. Alors que la fête se terminait et que nous rangions, Michael m'a trouvé dans la cuisine, regardant par la fenêtre notre fille jouer dans son bac à sable. « À quoi tu penses » dit-il en m'enlaçant par derrière. « Je pense juste à ce dîner de Noël » dis-je, à la peur que j'avais de leur dire la vérité. Des regrets. J'ai sérieusement réfléchi à la question. L'année écoulée avait été compliquée, reconstruire des relations, fixer des limites, réapprendre à faire confiance. Il y avait eu des conversations gênantes, des moments intenses, et des fois où je me demandais s'il n'aurait pas été plus simple de les garder à distance pour toujours. Mais ensuite, j'ai regardé Emma, qui était maintenant poussée sur sa balançoire par mamie Hélène, tout en riant de pure joie. Et j'ai su la réponse. Non, dis-je. Aucun regret. M'affirmer ce jour de Noël avait été terrifiant, mais cela avait aussi été nécessaire. Cela avait forcé ma famille à affronter son comportement et à faire un choix, changer, ou me perdre complètement. Certaines relations avaient été endommagées de manière irréparable, mais d'autres s'étaient renforcées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Plus important encore, j'avais appris que je méritais l'amour et le respect, exactement tel que j'étais. Je n'avais pas besoin de gagner ma place à la table familiale en me conformant à leurs attentes. J'avais juste besoin d'être assez courageuse pour dresser ma propre table et inviter les gens qui voulaient vraiment y être. Alors que le rire d'Emma emplissait l'air du soir et que Michael me serrait plus fort, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger des gens qui vous ont blessé. C'est de construire une vie si belle sans eux, qu'ils réalisent ce qu'ils ont failli perdre.